Très bien, on est en live. Messieurs, dames, bonjour. Sahar Mdalkoum. Pierre, bonjour. Bonjour Loué. On est ravis de vous retrouver ce matin pour parler de l'étude réalisée entre Network, BCG et Empathy, pour parler de la mobilité des talents et de leurs priorités. Beaucoup d'entre vous sont en train de nous rejoindre maintenant. Donc, parfait. Le temps de l'introduction et tout le monde est là. Notre webinaire sera assez court, dense. Vous avez à droite de votre écran une partie chat pour communiquer entre vous et avec nous, une partie questions sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions liées à la présentation. On y répondra à la fin. Et une partie sondage que les équipes empathiques ont mis en place. Pierre, tu es Managing Director de Network. Bonjour, bonjour à tous. Et tu as déjà visité l'Algérie, je pense que c'était en 2018. Exactement. D'ailleurs, pour la dernière édition du Decoding Global Talent, donc la même étude, mais il y a la précédente édition. Et j'avais pu vous rejoindre. Voilà. Cette année, c'est plus compliqué, une année Covid, mais le plaisir est le même de vous retrouver. Merci. C'était dans le monde d'avant. C'est vrai que Pierre était parmi nous pour l'événement Talent Day que nous avons lancé en 2018 et l'édition 2019 était aussi normale, si on peut dire. Et l'année 2020, on a relevé le challenge, c'était 100% digital et c'était pas mal aussi. Mais disons que c'est mieux en réel. Pierre, avant de commencer, je voudrais juste te poser une question parisien. Pour un Parisien, comment se portent les Parisiens ce matin? Les Parisiens, ils sont encore partiellement confinés, on va dire. Même si il y a une sorte de déconfinement un peu naturel qui se propage, voilà. Mais donc ça vient, voilà. Là, il y a quelques annonces qui ont fait que d'ici le 30 juin, les choses doivent normalement progressivement se détendre. Notamment le lieu de travail. Là vraiment le télétravail était même pas recommandé, hein, ça devait être le moyen par défaut de travailler et on ne se rendait à son bureau que si vraiment on n'avait pas d'autre choix et normalement à partir du 30 juin on va vraiment avoir l'occasion de plus pouvoir travailler ensemble, de se retrouver. Donc voilà, pour le Parisien les choses sont plutôt confinées et pour les employés, les travailleurs, les choses vont aller vers plus de sociabilité prochainement. Voilà. Et ceux qui regardent le foot? Ah oui, oui, j'ai vu ça aussi. Grosse déception, j'imagine. Non, mais tu as pris un risque parce que si tu avais pris quelqu'un de très sensible sur la question, il aurait pu directement raccrocher, couper le micro. Je ne sais pas trop sur la question, donc ça va, tout va bien. Je crois que nos adversaires étaient vraiment de très grands talents, donc voilà, il faut juste reconnaître ça et voilà. Super. Écoute, je te laisse imaginer, les Algériens ont supporté Manchester City, enfin pour la plupart, parce qu'on a le capitaine de l'équipe d'Algérie qui a marqué 2 buts hier. D'accord. Par contre, c'est que je n'ai pas vu le match. Je n'ai pas vu le match. Je n'ai pas avec mon fils. Mon fils l'a vu, c'est sûr. Et quand je suis avec lui, il me montre toujours. Donc là, d'accord. Bravo. Alors, alors, je suis doublement content. Alors finalement. Ah, super. Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de donner la parole à Pierre, j'aimerais juste expliquer comment Empathic a intégré Network et quand d'abord, c'était en 2009. Et pour nous, au-delà de tous les avantages business, parce que c'est une alliance formidable qui permet à n'importe quelle entreprise d'accéder à un réseau mondial de talents et de pourvoyeurs de services de recrutement online. Donc, c'est quelque chose vraiment d'un point de vue business formidable. Mais pour nous, en tant qu'Empathic, et en 2009, on avait rejoint l'entreprise, avait 3 ans seulement, c'était pour nous une formidable occasion de confronter notre façon de voir et de faire au meilleur de ce monde, d'apprendre, de partager, d'être inspiré ou d'inspirer. Donc, c'est une formidable alliance et nous sommes très, très fiers de la rejoindre et puis de continuer à activer avec ses membres. Donc, Pierre aujourd'hui est Managing Director de Network, donc je te remercie pour ça.
Et je pense que j'ai assez parlé, je te cède la parole. Ouais, non, tu as très bien présenté le network, merci. J'ai quasiment plus rien à dire. En effet, une alliance, c'est une des plus grandes alliances Internet au monde, hein, 60 partenaires, 60 entreprises. C'est très rare d'avoir des alliances aussi larges. Et qui nous permet de couvrir 138 pays à travers le monde avec, vous voyez les chiffres, hein, 200 millions Unix visiteurs, 400 millions de CV. Voilà, on est vraiment, voilà, on cherche en fédérant comme ça les meilleurs acteurs dans chaque pays à offrir voilà une manière d'atteindre pour les recruteurs de chaque pays les marchés, les talents dont ils ont besoin. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne à travers principalement ça a beaucoup fonctionné au début à l'origine du network en Europe, hein, donc au sein de l'Union européenne et en Europe, mais depuis 10 ans ça s'est complètement propagé. C'est quelque chose que voilà, c'est pas que le network d'ailleurs, hein, c'est le marché du travail qui s'est globalisé ou qui se globalise. C'est un marché qui n'est pas encore complètement globalisé, il faut le savoir. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'il y a certaines spécificités de marché, il y a des acteurs locaux justement qui permettent d'atteindre, grâce à leurs expertises aussi, de répondre en fait aux besoins spécifiques des candidats. Mais c'est quand même malgré tout un marché qui évolue, et on va voir que cette année, notamment avec l'étude et le Covid, a participé à une évolution globale. Hein, voilà, le Covid, ça a touché partout dans le monde de manière assez similaire, variable mais malgré tout similaire, et on va voir aussi que ça a aussi un impact là-dessus. Voilà. Si tu permets, quand tu as parlé de globalité et de la taille du network, la force que j'y trouve, et je pense que c'est l'un des arguments du network, c'est que c'est une approche globale, donc on a accès à un réseau international, mais l'expertise est locale, et on sait très bien que les marchés d'emploi sont très différents d'un pays à un autre. On ne peut pas les utiliser, on ne peut pas y aller avec une approche globale. Donc, je pense que c'est ça plutôt, c'est vraiment une très grande force de network. Mais tu fais bien de le dire, justement, en effet, la spécificité des networks, peut-être face à certains concurrents, et notamment des concurrents américains, qui ont exactement le même produit partout dans le monde. Donc, et là, vraiment, on peut parler d'une sorte d'approche globale uniforme. Nous, on a une approche globale, mais avec le respect des spécificités et la compréhension de certaines, des spécificités de chaque pays et de chaque marché. Voilà. Donc, on est à raison. À une époque, il y avait un mot à la mode qui était le glocal, qui mélange le global et le local. Mais c'est exactement ça. J'aime l'idée. D'ailleurs, c'est au cœur de l'ADN du network. Et donc, justement, le network a ce reach, donc cette capacité à toucher énormément de talents dans autant de pays, et c'est ça qui a fait que notamment le BCG s'est rapproché de nous. Je le dis parce que c'est assez chic, hein, que de se faire draguer, hein, par le BCG, que je pense que vous connaissez tous. C'est une des plus grandes boîtes de conseil au monde, généralement qui conseille ou des très très grandes entreprises, des grands PDG, parfois des dirigeants de pays aussi. Mais voilà, c'est vraiment une entreprise qui a une réputation qui n'est plus à faire. Et en fait, on avait pour eux la capacité du reach pour faire une étude et pour prolonger une étude en fait qui existait déjà. Parce que si on passe à la slide d'après, l'étude en fait, c'est la 6e édition cette année en 2020. On avait déjà fait 3 éditions avec un autre partenaire. Très bien, hein, mais de moindre renom, on va dire. Et le BCG nous a demandé en fait de devenir, on va dire, notre partenaire là-dessus pour les suivants. Donc en fait, le network, ça allie nos partenaires locaux dans tous les pays, dont Emploitic pour l'Algérie, et le BCG qui s'occupe, on va dire, ce qu'on appelle le data crunching. Et donc qui mâche la donnée et qui l'analyse en fait, voilà. Et donc voilà, donc nous et nos partenaires, on fournit la donnée, on fait des études, on fait un sondage, on envoie les questionnaires aux participants. Et d'ailleurs, on voit que cette année, on a eu près de 220 000 répondants partout dans le monde. Ça fait, mais de très très loin, hein, que cette étude est la plus grande, le Global Talent Survey, la plus grande étude sur le marché de l'emploi. Voilà, c'est des multiples, je pense, les études qui suivent, même des très très grandes, ça va jamais au-delà de 20-30 000 répondants. Donc voilà, on est vraiment en termes de volume. Et d'ailleurs, l'Algérie a largement participé, hein, avec quasiment 300 000, 3 000.
En Algérie, 300 000, là, vous aurez couvert tout le monde. Mais 3 000, vraiment, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis là, hein, c'est que franchement, ça fait plaisir d'avoir aussi des partenaires qui font le job comme ça. Et puis voilà, visiblement, il y avait aussi une appétence, peut-être aussi de votre audience à répondre. Et donc, cette étude 2020, donc, elle s'est découpée en 3 volets qu'on va synthétiser là. Vous avez de la chance, comme ça vous prenez tout, tac. Alors c'est pour ça que Loël a prévenu, c'est que le webinaire est un peu dense, hein, parce que justement il y a la substance de 3 études, on va dire, en une. Mais voilà, donc en gros les 3 volets de l'étude de 2020. C'était d'un côté où est-ce que les gens veulent travailler. Donc globalement c'était la mobilité des talents. Historiquement, c'était très tourné vers la mobilité internationale. On va voir qu'on va en parler quand même, mais aussi potentiellement, on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de la question de du virtuel. Voilà, donc la localisation virtuelle des employeurs et la capacité à travailler depuis l'étranger, ou en tout cas depuis un pays qui n'est pas celui dans lequel est localisé mon employeur, qui est aussi une nouvelle donnée, hein, qui est post-Covid. Le deuxième volet de l'étude, on va parler de comment travailler. Et là aussi, naturellement, le Covid a eu énormément d'impact. Hein. Le terme qui vient naturellement à l'esprit, c'est télétravail. Il y a un avant et un après Covid sur cette notion-là, et sur cette manière de travailler. Et le troisième volet, qui est plus dans la prospective, c'est à la fois les peurs, parce que forcément, une année Covid, ça a secoué aussi. Hein. Il y a eu des enjeux de santé. À plus long terme, il y a aussi des enjeux, notamment sur l'automatisation. Donc, il y a certaines menaces, hein, qui peuvent potentiellement peser sur certains talents, sur certaines compétences, et l'enjeu, naturellement, pour pas rester justement dans une peur sans objet, ou en tout cas qui serait juste statique. Il y a aussi l'idée de comment justement réagir par rapport à ça, et notamment le reskilling, comme disent les Anglais, la reformation, le retraining, et le fait de pouvoir se réadapter et éventuellement en cours de carrière changer. Voilà. Et on va voir que ça, c'est une évolution assez majeure, l'intégration de chacun d'une possibilité de changement de carrière. Ça ne veut pas dire que ça va arriver à tout le monde, hein, mais c'est-à-dire que chacun l'a un peu intégré comme une vraie possibilité pour soi, et on verra. Voilà. Donc, voilà. Pierre, juste avant, pour préciser aux participants, donc, il y a l'équipe Empathie qui est connectée, n'hésitez pas à poser votre question. On a ce matin aussi le privilège d'avoir Stéphane Lacour, qui est data analyst de The Network. C'est Monsieur Chiffre. Donc, si vous voulez questionner un chiffre, demander plus de détails ou d'explications, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions qui est à droite de votre écran. Et Stéphane y répondra avec tous les détails qu'il a. Voilà, je te cède la parole, Pierre. Non, je t'en prie. Justement, je vais vérifier que j'avais bien mon Slack avec Stéphane. Donc, je suis connecté avec lui en temps réel. Voilà. Et il est là. Salut Stéphane. Donc, en effet, s'il y a des questions pointues et auxquelles on ne sait pas répondre comme ça, il essaiera dans le temps du webinaire de cruncher lui aussi la donnée pour essayer d'y répondre. Et si vraiment c'est plus complexe que ça, il pourra le faire a posteriori. On vous enverra les réponses par mail, comme tu viens de le dire. Voilà. Alors, donc, on va avancer parce qu'en effet, il y a pas mal de sujets. On va essayer d'être assez sharp et assez synthétique. Justement, on a fait un peu une synthèse pour chaque étude. Les grands enseignements en première slide. Après, on va vous montrer quelques chiffres en graphe. Et puis, naturellement, les chiffres spécifiques pour l'Algérie, parce que je pense, naturellement, c'est ce qui vous intéresse en particulier, de comparer le global et l'Algérie. C'est aussi ça qui va faire la substance de ce qu'on va voir ce matin. Alors, pour la première partie de l'étude, donc sur la mobilité des talents, on va voir, il y aura un chiffre très vite qui va arriver, mais c'est que la volonté au niveau global, hein, la volonté de mobilité va baisser. A baissé cette année. Alors voilà, on pourrait l'expliquer. La peur de la mobilité, notamment parce que les enjeux de santé, on se rend compte que il faut être. C'est compliqué d'être loin de chez soi quand il y a des problèmes de santé, quand on est confiné et autres. Voilà, il y a potentiellement plein de raisons explicatives, mais on va voir les chiffres qui montrent qu'il y a une volonté de mobilité qui baisse. On va voir aussi que dans les top 10 pays et les top 10 des villes les plus attractives, celle-là aussi, le top 10 a changé. Les deux top 10 ont changé, des pays et des villes les plus attractives. Et
forcément, c'est pas dit explicitement par chaque répondant, mais on peut se demander si, en effet, certains pays ont peut-être mieux tiré leur carte du jeu, notamment dans leur réponse au Covid. Et là, je pense en particulier à certains pays asiatiques ou à l'Australie ou à la Nouvelle-Zélande. Vous allez voir que ces localisations-là n'étaient pour certaines même pas existantes dans le top 10 avant, et elles sont arrivées dans le top 10 cette année. Et enfin, l'émergence d'une nouvelle mobilité, on peut appeler ça comme ça, avec le fait qu'avant, on devait aller vers le travail et que aujourd'hui, on va revenir après avec le télétravail dessus, mais potentiellement, le travail peut venir à nous employés, voilà, à nous employés ou à nos travailleurs. Et donc voilà, ça c'est peut-être un des grands enseignements aussi, le quatrième point, des très grands enseignements qui peut aussi intéresser en particulier l'Algérie, je crois. Et si tu permets, Pierre, avant de te laisser entrer dans les chiffres, sur ce quatrième point, parce qu'on ne va pas le développer après, moi je pense que c'est un véritable gisement d'emploi pour les pays sud de la Méditerranée ou les pays en voie de développement en général. Et c'est une tendance qu'on a déjà remarquée sur certains métiers liés au digital en Algérie. Beaucoup d'entreprises européennes demandent donc des talents, des compétences. On gère des travailleurs à partir d'Algérie, sans pour autant les déplacer. Donc, ça crée de l'emploi et de la consommation locale. Bien sûr, il y aura, si cette tendance augmente, il faudra certainement à un certain moment la réguler parce qu'il se posera d'autres types de questions de sécurité sociale et de taxation. Mais en tout cas, en termes de création d'emplois, c'est vrai que les pays du sud de la Méditerranée ont hérité beaucoup de délocalisation des métiers type call center ou centre de relations clients. Mais je pense que dans le futur, avec cette nouvelle tendance, avec l'arrivée vraiment en force du télétravail, ce seront des emplois plus qualifiés qui seront proposés et c'est tant mieux. Très bien, tu as tout à fait raison de m'interrompre là-dessus. C'est en effet quelque chose qui peut avoir un impact et pour l'Algérie, pour beaucoup de pays. Et je pense c'est Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui a parlé de global hiring. Il a dit globalement, maintenant, je vais passer en 100% global hiring. Donc, en gros, je vais prendre les talents où ils sont et ils vont bosser pour moi. Et j'ai pas besoin qu'ils soient dans la Silicon Valley à moins de 20 km de mon headquarter. Donc c'est voilà. Donc et Facebook, c'est Facebook, mais potentiellement être à 100%. Et puis voilà, il montre certainement quelque chose qui va une tendance qui va arriver dans d'autres entreprises aussi. Peut-être pas à 100%, ça sera peut-être sur certains profils comme tu viens de le dire, mais en effet, ça va changer complètement la donne de quel type de compétences on peut de cette manière-là, à quel type de compétences on peut faire appel, c'est sûr et certain. Et en effet, ça va vraiment forcément avoir un impact partout dans le monde et en Algérie forcément aussi. Voilà, donc on arrive sur les chiffres un peu dont je parlais pour illustrer quand même et pas juste rester sur 4 bullet points un peu austères. Le premier, c'était justement le déclin de la volonté de travailler à l'étranger. On voit les chiffres sur les études 2014, 2018, 2020 où globalement on voit une baisse. Ça passe de 63,8% à 57, puis à 50% de volonté de travailler à l'étranger. Donc voilà, c'est le coup. On verra dans la prochaine étude si c'est juste un coup de frein à cause du Covid ou si c'est une tendance de fond. C'est peut-être aussi qu'un épiphénomène. Donc voilà, je ne veux pas surinterpréter là, mais c'est important voilà, en tout cas de signaler qu'il y avait quand même une tendance un peu à la baisse et qui s'est vraiment renforcée cette année. Ça c'est sûr. Voilà. Si ce n'est que ponctuellement, en tout cas, ça a vraiment baissé. Et après les deux graphes, un en haut à droite sur les pays, je suis désolé, ça se voit vraiment très mal. Je sais pas si vous arrivez à voir chez vous, mettez en grand écran, faites un zoom dedans. Je vais essayer de les décrire un peu à l'oral parce que sinon ça va être compliqué. Donc en haut à droite c'est les pays, en bas à gauche c'est les villes, le top ville. Et là voilà, là on voit aussi qu'il y a eu aussi beaucoup d'évolutions et que donc déjà les US qui étaient numéro 1 depuis quasiment toutes les éditions sont passés deuxième. Donc le Canada est passé devant. Donc première marque, un petit coup de frein sur les US, c'est notable, sachant que les US ils ont quand même connu une situation quand même assez critique, eux aussi on va dire, mais en particulier voilà pour un pays qui aurait peut-être pu mieux gérer la crise en tout cas. Est-ce que c'est un peu peut-être une sanction, un peu de l'opinion, on ne sait pas. Le Canada lui en revanche monte et surtout sur les pays on voit que le troisième c'est l'Australie qui est arrivé de la 7e place. Donc, il est passé de 7e à 3e. Et puis, à côté de ça, justement, à côté de l'Australie, il y a aussi
le Japon qui est remonté de la 10e à la 7e place. Il y a Singapour aussi qu'on va retrouver, qui arrive directement dans le top 10 cette année, et puis la Nouvelle-Zélande, voilà. Et en parallèle de ça, j'ai parlé des US qui avaient baissé, mais le UK aussi baisse, et la France baisse. Voilà. La France a aussi baissé, toujours dans le top 10, ces pays-là, mais ont baissé. Et l'Espagne, qui était dans le top 10 encore il y a 2 ans, a disparu du top 10 cette année. Voilà. Donc vraiment, il y a une redistribution des cartes. Et donc, si je dois noter un peu les nouveaux entrants, donc vraiment un peu, ou les nouveaux entrants ou ceux qui ont connu une très grosse progression, dans l'ordre, Australie, Japon, Singapour et Nouvelle-Zélande. Voilà, donc en gros, là, des nouveaux entrants et naturellement, c'est des pays, on sait, qui ont peut-être mieux géré la crise, ou en tout cas, qui ont été moins impactés. Et pour Singapour, en l'occurrence, ils ont quand même mieux géré, on peut le dire, la crise. Donc vraiment, voilà, on peut penser que le Covid, là, en tout cas, encore une fois, peut-être que ponctuellement, mais a eu un impact sur la manière dont les répondants là se sont projetés en se disant, tiens, où est-ce que je pourrais aller travailler demain? J'ai envie d'aller travailler dans un endroit qui gère potentiellement bien ce genre de situation. Voilà. Et pour les villes, je vais aller plus vite, mais pareil, on voit aussi certaines villes qui ont peut-être été un peu sanctionnées, et notamment New York. Voilà, New York qui était dans top 1 ou 2 ces dernières années, et qui descend à la qui perd 6 places et qui arrive à la 7e position là. Et puis dans les villes qui montent, il y avait notamment Amsterdam et Dubaï et Abu Dhabi, voilà, et Tokyo, voilà, et Singapour, pardon, voilà, il y en a ils sont tous là. Et Singapour qui fait plus 8, Tokyo qui fait plus 4, Abu Dhabi qui fait plus 9, Dubaï qui fait plus 3. Voilà. Et ça se passe à l'est. Pardon? Ça se passe à l'est du globe. Apparemment. Exactement. En fait, globalement, voilà, exactement, tu as raison. L'Orient, l'Asie, et puis l'Océanie qui s'en tire mieux. Donc voilà, on peut le noter. L'analyse, elle est encore une fois difficile à faire là sur un instant T. Est-ce que c'est à long terme ou pas? Mais c'est quand même assez important de le noter. Et d'ailleurs, ce qui vient renforcer cette idée que une sorte on va dire de petits freins à la mobilité vers des pays où on n'est pas sûr que les choses se passeront toujours bien, on va dire, où la gestion a été rassurante. Une illustration, c'est le dernier petit tableau en bas à droite. Et en fait, il montre juste une chose, je vais vous le dire à l'oral, c'est très simple. En fait, l'idée, c'est que les États-Unis redeviennent numéro 1 quand on demande pour quel type d'employeur avez-vous envie de travailler? Enfin, quelle est l'origine, la nationalité de l'employeur. Et donc, c'est-à-dire, en gros, on a moins envie d'aller travailler aux US, mais on veut toujours très bien travailler pour des employeurs américains. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment une appétence pour le travailleur US aujourd'hui. Bon, première puissance mondiale, on se doute que, voilà, en tout cas, c'est pas forcément un mauvais choix d'aller travailler pour une entreprise américaine. En revanche, en fait, le fait d'aller aux États-Unis, c'est pas non plus, ils sont numéro 2, hein, donc c'est pas non plus un rejet complet, mais ça a baissé. Voilà, donc c'est quand même un élément notable pour la notion d'attractivité, attractivité du pays en baisse, attractivité des employeurs qui reste préservée. Voilà, pour résumer. D'accord. Maintenant, comment positionner les chiffres de l'Algérie, parce que 82% des sondés, donc en Algérie, parlent d'une éventuelle perspective où ils considèrent l'idée de travailler à l'étranger. Donc ça peut paraître énorme quand on compare aux chiffres globaux. Par contre, le mieux, c'est de comparer dans notre zone, Afrique du Nord, Moyen-Orient, pour mieux contextualiser ces chiffres. Et là, on voit que l'Algérie est plutôt au milieu du tableau. On a des pays où la population est extrêmement mobile et très connectée à l'international, comme les Émirats arabes unis, donc 93%. Il y a déjà beaucoup de travailleurs étrangers. Et vous avez, à l'inverse, des pays comme l'Arabie saoudite, des pays plutôt fermés, où on est sur une moyenne plutôt basse par rapport à la région. Mais en tout cas, l'Algérie se retrouve à peu près les mêmes chiffres, voire un peu moins que ses voisins, le Maroc et la Tunisie. Voilà. Donc ici, on peut interpréter ces chiffres, Pierre, tu me diras, mais de deux manières. Soit d'une manière positive, qui dit que c'est une population
branchée, connectée, qui est ouverte sur le monde et qui a une certaine assurance, comme on peut aussi l'interpréter par le niveau de vie ou la qualité de vie dans ces pays-là, ce qui pourrait pousser les personnes à s'expatrier. Ensuite, ouais. Non, je pense que c'est les deux. Il y a la volonté de mobilité, elle peut être motivée par plein d'aspects. Ça peut être des raisons économiques, ça peut être une volonté, une aspiration personnelle, ça peut être des choix de carrière. Mais globalement, à l'échelle d'un pays, ça montre aussi ou pas une ouverture au monde. Une capacité aussi à faire. C'est-à-dire qu'en gros, parler une langue étrangère, comme voilà l'anglais, le français ou l'espagnol aussi, ça peut aider. L'anglais en premier, naturellement, voilà, peut-être demain le chinois d'ailleurs, on devrait peut-être y penser, mais c'est voilà, donc forcément la capacité à aller voilà, s'expatrier peut résider là-dessus, et puis après voilà, c'est l'ouverture au monde qui tient à ça, qui peut être en tout cas un motif vraiment qui distingue, on va dire, je pense, les pays qui peuvent avoir des hauts taux de volonté de travailler à l'étranger en tout cas. D'accord. Et en termes d'attractivité, là aussi, on a le classement de l'Algérie qui a beaucoup évolué entre 2014 et 2020. 2014, on était classé 114e, 2018, 83e et 2020, 65e. Donc, on est aussi à la moyenne du tableau. Donc, ce n'est pas le pire, ce n'est pas le mieux. Personnellement, je m'attendais à des chiffres plutôt proches de 2018. Il y a une évolution positive, tant mieux. Et en bas à droite, vous avez les pays desquels les candidats veulent venir travailler en Algérie, qui ont mentionné l'Algérie comme une éventuelle destination. Et ça se justifie. On a beaucoup de Tunisiens. On sait qu'ils ont des facilités en termes de permis de travail pour l'Algérie. Donc, je pense qu'ils n'en ont même pas besoin. Donc, ça, c'est juste une autorisation. Donc, ça ouvre les portes. Il y a des secteurs où ils sont très bien et qui peuvent apporter beaucoup. Il y a la Syrie. On sait qu'il y a eu, vu la situation en Syrie, beaucoup de migrants syriens. Et ce que j'ai remarqué, je pense que tout le monde peut noter, c'est que c'est une population qui entreprend, beaucoup crée des entreprises. Ce qui est très bien, je pense que c'était l'Allemagne et la Turquie ont fait des statistiques sur la même chose. Donc c'est plutôt une population qui vient d'entreprendre. Le Bénin, je ne sais pas pourquoi le Bénin, mais je pense que c'est plutôt la même chose pour l'Afrique de l'Ouest, où l'Algérie est vue comme un pays de migration soit transitoire, soit momentané, soit définitif. Je pense que les deux premiers sont les plus courts. Donc, c'est ce qui justifie un peu le classement d'Algérie. Donc, on voit que c'est plutôt notre marché naturel, hein, donc l'Afrique du Nord et l'Afrique francophone. Voilà, à part la Syrie, bien sûr. Pierre, à toi. Oui, clairement. Et donc, en effet, je vais peut-être un peu accélérer d'ailleurs. La deuxième partie de l'étude. La deuxième partie de l'étude, mais ça va bien se faire, c'est bien synthétique là. La deuxième partie de l'étude, en gros, les principaux enseignements, désolé, ils sont écrits en anglais, hein, mais je me permets de bien les souligner en français à chaque fois. Les dimensions essentielles sur les manières de travailler, c'est vraiment l'instauration du télétravail, du remote work, comme une pratique dorénavant, voilà, qui s'est généralisée. On a interrogé notamment les répondants sur comment ils se projetaient dans l'après, donc on va voir que c'est une pratique qui va aussi recevoir leur suffrage. Et puis, mais au-delà du télétravail, on va voir aussi que la diversité, donc la responsabilité sociale des entreprises et la sustainability, la responsabilité environnementale sont on va dire, confirmées comme aussi des évolutions. Il y a un désir des talents d'aller travailler pour une entreprise qui leur correspondent sur cette dimension de responsabilité sociale, de responsabilité environnementale. Voilà, c'est beau. Enfin, en tout cas, ça va dans le bon sens. Personnellement, voilà, je mets une opinion personnelle là, mais c'est quand même assez plaisant aussi de voir que la population mondiale est animée conjointement sur ce genre de sujet. Et puis après, on verra aussi notamment l'impact du Covid potentiellement à long terme sur justement la flexibilité, les outils de collaboration à distance et autres qui font aussi partie de l'étude. Alors justement, si on regarde un peu les visuels des chiffres principaux, hein,
l'essentiel, il est quand même sur le télétravail. On l'a mis en premier. Hein, on voit qu'avant la pandémie, il y avait à peu près 31% des personnes qui disaient télétravailler. Pendant la pandémie, ils sont passés à 51%. Et on sait qu'en plus, en parallèle, le nombre de jours télétravaillés a augmenté. Donc là, c'est en population, mais qui travaille de temps en temps en télétravail. Mais on sait aussi en parallèle, il y avait d'autres questions là-dessus, sur le fait que en nombre d'heures et en nombre de jours, ça a aussi augmenté. Et puis le chiffre, l'énorme barre verte en bas de 89%, c'est comment ils se projettent après la pandémie. Et là, c'est assez étonnant même comme réponse, parce qu'on voit en fait que des répondants qui n'étaient pas spécialement avant en télétravail ou qui l'ont été pendant la pandémie répondent qu'ils veulent du télétravail. Donc vraiment, il y a une appétence de plein de publics à aller vers le télétravail. Peut-être une partie sera déçue parce qu'il y a certains jobs qui vont être compliqués de basculer, mais en revanche, il y a une appétence à une forme de flexibilité. Voilà, une nouvelle forme de travail qui touche au-delà des jobs, on va dire classiquement télétravaillables, comme on dit. Voilà, donc ça c'est vraiment le grand choc, on va dire, du Covid et l'impact du Covid sur le marché du travail. Même tendance pour l'Algérie, 61% des personnes sondées disent vouloir combiner entre le travail et le télétravail, contre seulement 20% qui avaient expérimenté ça, donc 3 fois plus en une année. C'est une grosse tendance, je pense qu'il va rester quand cela est possible, bien sûr. Maintenant, Pierre a abordé l'importance qu'accordent les candidats aujourd'hui en termes de responsabilité sociale des entreprises. La question ici était claire. On demandait aux candidats, est-ce qu'ils pourraient refuser un emploi dans une entreprise qui a des valeurs en termes de diversité et d'inclusion qui ne correspondent pas à ses aspirations personnelles. Et là, on a c'est un chiffre qui est un peu au-dessus de la moyenne mondiale. 57% des Algériens disent oui, qu'ils sont capables de refuser un job s'il y a un manque de diversité et d'inclusion. Les chiffres au niveau de la région sont de quasiment 55%, donc l'Algérie est un peu supérieure. Il faut que des sociologues nous expliquent ça. Par rapport à la moyenne mondiale, on est à 51,4%. Autre question, et là, j'avoue avoir été surpris par la réponse. La question, c'est pareil, est-ce que j'accepte de travailler dans une entreprise? Est-ce que je pourrais refuser, plutôt, parce que là, la question était beaucoup plus frontale. Hein. Est-ce que je pourrais refuser un emploi dans une entreprise qui a des engagements en termes d'environnement qui ne me correspondent pas? Et là, c'est quasiment 60% donc, qui disent oui, je suis prêt à refuser un emploi dans une industrie polluante ou dans une entreprise que je n'apprécie pas en termes d'approche environnementale. Honnêtement, très surpris par ça, mais après réflexion, je me dis que là, il y a quelques mois, Emploi-TIC a mis en place un système pour recycler les déchets du bureau, parce qu'il faut savoir que, Pierre, en Algérie, il n'y a pas de système de recyclage au niveau des villes, mais il y a une start-up qui propose ça aux entreprises. Et nous, on en a parlé avec l'équipe Emploi-TIC et tout le monde était très emballé. D'ailleurs, très vite, les poubelles ont débordé. C'est très bien. Et je pense, et quand on avait posté ça sur LinkedIn, beaucoup d'entreprises ont sollicité cette entreprise. Donc, je me dis qu'en réalité, cette appétence est là, cette envie est là. Il n'y a juste pas de solution pour que les gens s'expriment. Et c'est une grosse tendance. Au niveau mondial, c'est là aussi où ce qui m'a interpellé, c'est que sur cette même question, la moyenne mondiale est de 51,8%. Donc, on peut dire que la conscience environnementale et sociale est plus élevée que la moyenne, je ne sais pas, Pierre, si je peux m'exprimer ainsi, elle est plus élevée que la moyenne mondiale. Et honnêtement, c'est quelque chose qui m'a un peu… Oui, non, mais je pense que tu as raison. C'est vrai que c'est massif, hein, il y a un tel écart. Et une des pistes d'explication, et peut-être que d'ailleurs Stéphane pourra nous cruncher ça, c'est voir si peut-être l'âge de la population peut jouer. J'ai envie de faire du jeunisme, hein, mais j'ai comme idée et aussi comme espoir que les jeunes sont encore plus
engagés sur ces questions-là et encore plus sensibilisés. Et voilà. Et donc peut-être que c'est voilà la jeunesse aussi de la population algérienne qui fait que en proportion, ça pèse plus voilà, qu'une population globale où il y a un équilibre sur la pyramide des âges qui est moins favorable, on va dire, à la jeunesse. Voilà. Donc ça pourrait être, mais ça à vérifier le pourquoi, mais en effet, en tout cas, c'est sûr que c'est massif et ben voilà, c'est un très bon signe en tout cas pour l'Algérie parce que je pense que c'est une conscience qui, à partir du moment où la population là, les gouvernants et les entreprises suivent aussi. Ça fait partie, voilà, il faut, ça doit venir aussi du bas. C'est une conscience qu'on a tous mis du temps à avoir et encore, il y a plein de déchets qui sont loin d'être traités. Si on parle que des déchets, je parle même pas des gaz atmosphériques, la circulation urbaine et autres, qui sont des choses, voilà, qui font encore débat. Bloquer des airs à la circulation, là, c'est compliqué. Interdire le diesel, c'est compliqué, voilà. Et on voit que c'est des choses qui sont des évolutions lentes mais nécessaires. Et voilà. Et en effet, il y aura aussi un enjeu pour les employeurs à être bons là-dessus. C'est plutôt favorable, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Et donc voilà. Donc sur la partie et donc après sur les choses qui sont valorisées dans un job. Donc, en gros, voilà, je suis dans une entreprise, qu'est-ce que je vais y chercher naturellement, la question qui est réponse facile qu'on pourrait avoir, c'est l'argent. Voilà, je vais gagner de l'argent à partir du moment où je suis bien payé. Donc, on a vu qu'il y avait des velléités à justement l'argent ne suffisait pas. Il fallait être aussi en adéquation, en accord avec la responsabilité sociale et environnementale de sa boîte. Mais au quotidien, on a essayé aussi de voir ce que ça voulait dire. Et globalement, ce qui ressort, là encore, c'est écrit en tout petit. Vous ne pouvez peut-être pas le voir. Justement, le financial, c'est la barre bleue. Hein, donc c'est Today, c'est l'étude de 2020. On a aussi comparé entre 2014, 2018 et Today, l'étude de 2020 qu'on vient de sortir. Et donc la compensation financière arrive finalement qu'en 4e position. L'équilibre vie pro, vie perso arrive en 3e position. Et puis le top 2, c'est les bons rapports avec ses collègues et aussi avec son manager. Et en fait, c'est là-dessus que je voulais vraiment insister. C'est un peu l'enseignement là, c'est qu'il y a une évolution qui passe en l'espace de en trois volets de l'étude, en 3 sessions de l'étude, de la 4e à la 2e position, c'est les rapports avec le manager. Et je pense que dans une année Covid, l'enjeu, les conséquences sur le management. Qu'est-ce que ça veut dire d'être manager? Aller au-delà de surveiller les heures d'arrivée et de sortie des autres et d'organiser le cadre de travail. À partir du moment où on travaille de chez soi, souvent, voilà, le management va changer. D'ailleurs, il est secoué. D'ailleurs, c'est pas évident. C'est un rôle qui est pas évident aujourd'hui pour beaucoup parce que le cadre a changé et il faut s'adapter et on n'a pas forcément tous voilà, les éléments, les entreprises sont pas forcément prêtes à ces changements-là, et les individus non plus. Donc le management est certainement aussi une des évolutions fortes du Covid et les attentes des talents par rapport à leur management et à leur manager direct semblent aussi vraiment ressortir en cette année, on va dire bientôt, j'espère post-Covid. On pourra l'appeler post-Covid. Voilà. Inch'Allah. Sur les préférences des Algériens, on reste à peu près sur les mêmes tendances, Pierre, sauf sur la partie financière qui n'est pas encore listée dans le top 5. Il y a par contre dans le top 4 la sécurité de l'emploi. Et puis, tu as parlé de jeunesse de la population. Je pense que c'est ce qui justifie le numéro 1, qui est l'apprentissage. Donc, voilà, pour faire court, et le reste, donc c'est des choses qu'on retrouvera aussi. Clairement. Et donc là, on arrive à la 3e volet de l'étude, et on aura bientôt fini. Et donc là, ce qui ressort, c'est vraiment, on est dans la prospective. Donc naturellement, le Covid a eu un impact négatif sur certains segments d'activité, certaines fonctions et surtout certains secteurs, notamment le tourisme. On va voir plus en détail. Il y a certaines activités qui étaient complètement à l'arrêt pendant la période du Covid. Et puis, au-delà du Covid et de l'impact à long terme que ça peut avoir sur des peurs sur l'avenir, la santé, les impacts économiques que peuvent avoir ce genre de crise sanitaire, il y avait aussi l'automatisation des tâches.
qui est aussi un sujet qu'on suit déjà depuis deux études dans le temps pour essayer de voir un peu justement voilà, comment les gens percevaient l'automatisation comme un risque pour leur job. Au global, pour résumer, ce qui ressort, c'est qu'il y a une volonté massive d'aller se reformer ou d'être prêt à le faire si nécessaire. On va revenir dessus, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que je pense qu'on le ressent tous un peu en nos chairs, hein, c'est que on a intégré l'idée qu'il y a une incertitude. Voilà. Ça ne veut pas dire que forcément le pire va arriver, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des drames devant nous, mais il y a une incertitude, on ne sait pas exactement de quoi l'avenir est fait, et donc on sait que potentiellement, au cours de notre vie, on sera amené à changer potentiellement de carrière. Peut-être qu'on ne le fera pas, peut-être qu'on le fera. C'est en tout cas quelque chose qu'on a intégré. Là, si je reviens sur les chiffres, premier, c'est l'impact du Covid direct sur certaines fonctions et certaines industries. Il y a à la fois pas de grande surprise, notamment le tourisme, comme je l'ai dit, qui est spécifiquement un secteur qui a été impacté pendant la période. Naturellement, certaines fonctions aussi ont connu ou des diminutions. Le côté foncé et clair, on voit en fait les personnes qui ont eu une baisse de travail. Donc ça, c'est la partie claire du graphe. Donc on voit que c'est des grandes proportions de ces populations sur le tourisme, les médias, certains services, les jobs dans le légal. Et inversement, en bas, on voit qu'il y a les secteurs notamment dans la santé, dans le public secteur, dans l'énergie, et qui ont relativement été moins impactés que les autres par la crise. Globalement, ce qu'il faut retenir, je pense au global, hein, c'est le choc malgré tout que ça a créé, qu'on ait été durement impacté, potentiellement jusqu'à avoir perdu son job, ou qu'on ait été on va dire simplement secoué avec peut-être un peu moins d'heures de travail, des jours des jours voilà où il n'était pas possible d'aller à son travail, on devait travailler chez soi et autres. Malgré tout, il y a eu quand même un impact psychologique du Covid au sein de la population et certains jobs vont peut-être en ressortir un peu, on va dire, on va perdre un petit peu d'attractivité certains jobs parce que voilà ils sont apparus plus fragiles voilà, que d'autres face à des crises sanitaires. Ouais. Je ne vais pas trop commenter les chiffres Algérie. Pour nos amis, ils sont décrits donc à droite. Donc, on reste sur les mêmes tendances mondiales, honnêtement, en termes de métier et en termes de secteur. Donc, on peut passer à la slide suivante, ouais, qui est, à mon avis, beaucoup plus intéressante, Pierre, parce qu'elle parle de cette partie de recyclage ou de se reformer pour se préparer à un nouveau métier. Clairement, et là en effet, donc là on arrive sur les grands chiffres. Hein, il y a 68% de personnes qui se déclarent prêtes à ce retraining et 28% à le faire si c'est nécessaire. Au total, ça fait quand même 96% de la population mondiale qui dit être prêt à le faire. Voilà, dans un cas ou dans un autre, en cas de nécessité ou de manière générale. C'est massif. Voilà, en fait, c'est même plus une question. Ben, au final, on pourrait peut-être dans l'étude d'ici, peut-être pas la prochaine fois, mais dans 2 ou 3 sessions, on posera même plus la question tellement ça paraîtra une sorte d'évidence. Il faut savoir que je pense que, et avant le Covid, c'était encore le cas. Il y a 5 ans, c'était encore le cas. Beaucoup de gens répondaient non, mais moi j'ai une carrière, voilà, je vais globalement rester dans mon périmètre d'activité et il n'est pas question d'en changer parce que j'ai pas besoin de le faire, j'ai même pas besoin de me poser la question. Là, je pense que l'avenir relève d'incertitude et qui nécessite d'être adaptable, de s'adapter et donc une vérité à éventuellement à se reformer. Et on voit globalement, c'est au sein des populations, on l'a divisé par niveau d'éducation et niveau de formation et âge. Et globalement, on voit que globalement tout le monde est dans ce mouvement-là, voilà, massivement. Ça marche. Ici, par rapport à la même question, si on peut la ramener à l'Algérie, à la région MENA, donc les chiffres sont aussi beaucoup plus importants. Donc la moyenne mondiale, c'est donc 68 et 28%, et pour l'Algérie, donc c'est 76% qui disent oui. Dans tous les cas, ils doivent se reformer, c'est prévu, et 21,3% qui disent que si c'est nécessaire, et seulement 2% qui disent non. Donc là, on est sur l'Algérie à 98% de la population, mais surtout le chiffre le plus important, c'est les 76, c'est-à-dire que c'est une population, là aussi, est-ce que c'est lié au niveau
d'études des personnes qui ont répondu à cette question. Est-ce que c'est lié à la jeunesse? Est-ce que c'est lié à l'environnement économique, à l'instabilité? En tout cas, c'est une chose qui est positive, qui pourrait être utilisée par les entreprises, sachant qu'il y a cette appétence pour apprendre, pour changer de métier ou apprendre un métier, et je pense qu'il y a moyen d'en profiter. Donc, les chiffres sont plus importants que la moyenne mondiale, mais aussi par rapport à la région MENA. C'est pour ça que, pour moi, c'était important. Donc, on a sorti avec Pierre ce graphe à part. Maintenant, que font ces personnes-là pour se former? Pierre, je te laisse présenter la partie globale et après, je commenterai la partie… Oui, voilà, ça y est, on est arrivé à la dernière slide. Et donc, en effet, la partie globale, globalement, on a le online on-the-job training, donc c'est en gros la formation faite sur son lieu de travail, donc généralement organisée par l'employeur, qui arrive en numéro 1 à 65%. On a le self-study, le fait de s'auto-former, et qui arrive à 62%. Naturellement, les répondants pouvaient répondre à plusieurs répondants, donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Et le troisième, qui est le Online Education Institution, globalement le online training, qui arrive dorénavant en numéro 3. Et globalement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on voit que c'est assez lié avec les résultats algériens. Une petite inversion dans l'ordre, mais c'est assez proche. Exactement. Et ce qui est pour notre part assez impressionnant, c'est l'évolution entre 2018 et 2020. C'est seulement 2 années. Et le online education, donc le e-learning, est passé de 29% à quand même 44%. On est près de la moitié qui le considère maintenant contre un tiers il y a 2 ans. C'est une véritable tendance. Là aussi, certainement, ça a été accéléré par la crise sanitaire. Mais à mon avis, et de ce qu'on discute avec les entreprises, c'est une tendance lourde, forte, et puis je pense qu'il va s'installer dans la durée. Les 3 autres moyens, donc le self-study et on-the-job training, on reste dans les mêmes tendances mondiales. Sur la question on-the-job training, le petit retard qu'on a, je pense, par rapport au système, à la gestion de l'apprentissage, des stages en entreprise, c'est vrai qu'on pourrait faire mieux en Algérie et ça permettrait peut-être aux gens d'apprendre en travaillant. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin. Pierre, on a prévu de faire ça en 30-35 minutes. Bon, on est à bien au-delà, 45. Messieurs, dames, nos excuses, on a été bavards. Maintenant, on va répondre à vos questions. Pour l'instant, j'en ai 2. Ouais, je peux prendre voilà. Je peux prendre la première que j'ai vue apparaître tout à l'heure, qui était: est-ce que le télétravail pourra à l'avenir concurrencer la mobilité? Et en effet, c'est une très bonne question, et c'est en effet peut-être un des grands enseignements de ce qui est en train de se passer, à confirmer encore dans le temps. On verra ce que ça donne réellement, mais c'est vraiment la mobilité au sens de, je pense, que la question est posée au sens de mobilité internationale, et donc potentiellement, et que le télétravail pourra faire que dorénavant on n'aura pas besoin d'aller travailler à l'étranger pour changer d'employeur ou pour travailler pour tel ou tel employeur. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a aussi des enjeux pour les entreprises d'organisation du travail. Avoir des collaborateurs qui viennent aux mêmes heures travailler, par exemple, ou sont capables, parce qu'ils sont dans des fuseaux horaires, de travailler ensemble, ça compte aussi. Donc, ça va être aussi une question pour les entreprises, justement, d'organiser ces équipes. Voilà, des grandes boîtes sont capables déjà de le faire, d'avoir des travailleurs, enfin des employés partout qui arrivent à fonctionner. Certains touchant deux fuseaux, quasiment autour du cadran. Donc c'est un enjeu aussi d'organisation du travail pour les boîtes elles-mêmes. Mais oui, au-delà de cette dimension même dorénavant horaire, qui sera peut-être un peu la limite des fuseaux horaires, en revanche, là, la géographie semble, en tout cas, potentiellement peut être une dimension un peu dépassée. Voilà, le travail pourra peut-être le remplacer. Voilà. L'impact, en tout cas, a été énorme en 2020. Moi, je pense que ça aussi, c'est une tendance qui va rester. Par contre, les voyages d'affaires, l'impact sur les voyages d'affaires ou les voyages pour travailler, je pense que maintenant, on reconsidère tous
ça. Ceux qui voyageaient 4 fois par an, peut-être vont réduire à 3 ou à 2 fois, parce qu'on s'est habitué aujourd'hui à faire des meetings online et ça se passe très bien. Je réponds à une question de Ahmed sur quels sont les outils de développement des compétences à mobilité externe. Alors, nous, on peut répondre à la première partie de la question, en tout cas, c'est quand même de grosses tendances parce que c'est plus de 200 000 répondants dans le monde. Et donc, on les voit, c'est apprendre en travaillant, apprendre tout seul ou utiliser des programmes en ligne. C'est les 3 outils. Est-ce qu'ils sont efficaces pour la mobilité externe? On n'a pas posé la question. Pierre, je ne sais pas si tu peux commenter ça. Donc, personnellement, je ne pourrais pas m'aventurer sur ça. Et la mobilité externe, j'avoue que je veux bien de précision. Est-ce qu'il parle de changer d'entreprise ou changer de pays? Ahmed, si tu peux compléter ça, ça sera très utile. Hadayat nous pose la question de avez-vous sondé les raisons qui poussent les Algériens à partir à l'étranger? Globalement, toute l'étude était orientée vers justement dans tous les pays, hein, quels étaient les motifs et qu'est-ce qu'ils recherchaient notamment. Donc ça pouvait être le type la compensation financière, ça pouvait être des choix de ce type-là. Il n'y avait pas de spécificité pour les Algériens. On a sondé toute la population et globalement, ce qui ressort, c'est à chaque fois, c'est des dimensions. Ça peut être des dimensions économiques. Ça peut être des dimensions d'évolution de carrière, donc des choix stratégiques de carrière. Donc en gros, ce que j'appelle les choix stratégiques de carrière, c'est une mobilité qui serait temporaire. C'est que je vais travailler à l'étranger pendant 2, 3, 4, 5 ans et pour revenir dans mon pays. Et puis pour finir, il y avait des velléités la plus personnelles là de choix de vie qui remontaient. Globalement, on pourrait regarder un peu les chiffres. Il n'y avait rien de spécifiquement marquant là. On pourra envoyer des. Hadet, si on retrouve donc les données chiffrées, on pourra les mettre. Tout ça, on fera un mail pour résumer ce webinaire et vous envoyer la présentation. On pourra donner des chiffres par rapport à ça, donc par rapport à la question de Pierre. Alors, est-ce que nous avons une autre question? Une des dimensions en Algérie qui remontait beaucoup, c'était justement cette dimension de se former. La mobilité qui participe justement à ce choix de carrière et d'aller justement se former à l'étranger et donc certainement revenir aussi plus aguerri. Voilà, c'est ce qui est aussi un choix qui apparaît dans beaucoup, enfin chez les plus jeunes. Je pense aussi aux résultats français. Voilà, les jeunes Français ont aussi beaucoup cette tendance-là. C'est l'idée de le départ à l'étranger comme pas un passage obligé, mais un passage qui va faire accélérer, un accélérateur de carrière. Voilà. Très bien. Donc, je vais regarder sur la partie chat. Peut-être qu'on a raté une question. Messieurs, dames, n'hésitez pas. Donc, c'est en haut à droite. Il y a une petite flèche. Vous cliquez et il y a un volet qui apparaît avec 3 rubriques, 4. Chat, questions, sondage. On vous a posé 3 questions sur quels sont les moyens que vous utilisez pour la formation de vos collaborateurs. Êtes-vous prêt à vous convertir vers un autre métier? Et quel mode de travail pensez-vous adopter cette année 2020? On l'a pensé différente de 2021, on l'a pensé différente de 2020. Et finalement, il n'y a pas de certitude. Hein. On ne sait pas comment ça va être. Voilà, messieurs, dames, je ne sais pas si Pierre, tu as d'autres commentaires à faire. Sinon, on pourrait terminer ce webinaire. Non, juste par rapport s'il y a des questions, on les prendra. Je t'en prie. Non, j'allais juste dire sur alors j'ai pas les chiffres sur la dimension environnementale. On parlait beaucoup de l'environnemental tout à l'heure, donc je sais pas Stéphane si tu m'entends, si tu arrives à me les sortir très vite. En revanche, Stéphane m'a répondu sur la partie sur la dimension la diversité et de l'inclusion et la sensibilité de la population des Algériens qui ont répondu à dire non, je suis prêt à refuser un job dans une boîte qui ne correspond pas à mes attentes en termes de diversité et d'inclusion. Et là, globalement, on voit que c'est quelque chose qui se retrouve sur toutes les catégories d'âge. Voilà.
Donc, j'ai pas l'information sur la partie environnementale. C'était là ce dont on se demandait si c'était peut-être les plus jeunes qui étaient plus sensibles. En tout cas, sur la partie responsabilité sociale, diversité et inclusion, voilà. Et là, Stéphane me dit, ben, c'est aussi, voilà, ça ressort aussi d'accord. Donc, en gros, donc j'ai fait un excès de jeunisme. Voilà. Ce n'est pas que. C'est pas ça. Pousse les chiffres. Voilà. C'était aussi toutes les tranches d'âge. Voilà. Bon, parfait. Je regarde s'il y a d'autres. Oui, il y a une nouvelle question il y a deux nouvelles questions. Amine, la part importante de self-study dans les moyens utilisés par les répondants pour la formation n'est-elle pas représentative des lacunes constatées par les répondants quant aux moyens mis en place par l'employeur? Alors, pour répondre à cette question, Amine, je reviens sur la slide monde ici. Si c'est le cas, c'est que c'est un problème mondial. Donc, Pierre, je ne sais pas si tu as… Oui, honnêtement, moi, je pense que il y a aussi la disponibilité de l'information qui est aussi… voilà, donc il y a certainement une dimension négative, c'est que là, ça, peut-être je reçois pas ce que je veux exactement, donc je suis obligé de chercher moi-même. Mais il y a aussi le fait que ce que je veux, ça existe, ou en tout cas c'est accessible grâce à Internet plus que ça n'a jamais été. Et donc voilà. Et notamment, je pense notamment à des populations, notamment les développeurs IT, qui voilà, ça fait partie intégrante de leur job. En fait, ils se disent pas qu'ils sont en train de se former. C'est complètement intégré dans de rester en veille constante et par eux-mêmes. Hein, voilà. Donc naturellement, les entreprises organisent des choses, mais c'est quand même voilà. Donc je pense qu'il y a une intégration du fait de devoir évoluer, de devoir se maintenir à niveau, voilà, pour certaines fonctions, et la disponibilité de l'information qui joue aussi. Voilà. Il n'y a pas que la dimension négative. En tout cas, c'est juste par rapport à Adel, c'est une tendance mondiale, donc c'est important. Non, c'était Amine, pardon. Donc Adel nous pose la question sur les informations, sur les solutions proposées par les entreprises pour faire face à cette nouvelle tendance. C'est tout le travail d'Emploitic. Hein. Donc, nous, justement, avec nos partenaires Network, mais aussi à travers nos filiales, parce qu'aujourd'hui, Emploitic, ce n'est plus juste la partie job board. Nous avons des filiales sur la partie conseil RH, sur la partie digital learning. Nous lançons bientôt un logiciel RH pour permettre justement aux entreprises d'accélérer cette digitalisation. Donc, nous avons des solutions pour vous aider à faire face à cette nouvelle tendance et on sera ravis de les partager avec vous. Zoubir nous pose une question. Si tu la vois, Pierre, je te laisse la traiter. Oui, est-ce que le télétravail réduira l'apprentissage de façon générale et le contact direct, c'est-à-dire plus d'expérience des échanges. En fait, il y a une dimension en télétravail, dans l'excès de télétravail, qui est la perte de contact, la perte de sociabilité, la perte et même de sentiment d'appartenance aux entreprises. Et donc ça, et en fait, on le ressent. Mais voilà, d'ailleurs, il y avait une autre question qu'on n'a pas mis, mais le full télétravail, le full remote, n'est pas du tout plébiscité par la population. Donc, les gens ont une appétence pour le télétravail, mais il n'est pas question de ne plus jamais aller au bureau ou au travail, si c'est dans un autre cadre un autre cadre. Donc, la dimension échange, elle manque. Voilà, on voit bien que les entreprises ont besoin de rétablir ça, mais aussi il y a aussi une appétence des employés. Sur la dimension d'apprentissage, là je fais moins le lien. En tout cas, j'avais pas forcément cette question en tête là sur l'apprentissage. En fait, alors c'est sûr que sur un lieu de travail, on peut au contact de ses collègues, il y a aussi des best practices qui s'échangent. Donc c'est pas forcément une transmission d'informations de haut vers le bas, du genre je t'apprends à faire, mais juste voilà un échange qui va faire que l'ensemble d'une équipe, par exemple, peut faire des progrès, en s'auto-stimulant. Bien sûr, voilà, ça fait aussi partie de ça dans la capacité des boîtes à avoir des talents. Voilà, si on pense que l'humain est la principale valeur des entreprises, c'est forcément aussi dans cette
dans ce cerveau commun. Souvent, une réunion, parfois on perd du temps, mais souvent on a des idées qu'on n'aurait pas eu tout seul. Hein. Donc voilà, ça joue. Et donc ça, forcément, le télétravail est un risque de cette dimension-là. Et là, ce que je peux dire là-dessus, même si c'est quelque chose de très nouveau qui est en train de vraiment de naître, c'est comment repenser les bureaux ou les lieux de travail de demain, et notamment pour en faire des lieux. Alors c'est des lieux d'inspiration. Des lieux où on se retrouve, des lieux où il y a un melting pot, on discute, on travaille collectivement, et après potentiellement on va passer 1, 2, 3 jours en télétravail chez soi pour exécuter, se contacter, tout ça. Mais il y a des moments le lieu de travail peut changer demain. Et on va avoir besoin qu'il change d'ailleurs. Et donc c'est une des pistes en tout cas, que ce soit un lieu comme ça on se retrouve pour sociabiliser et aussi pour phosphorer ensemble. Voilà. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions et c'est bien de faire ce webinaire. Ah, on est à 59 minutes. Je pense que c'est le moment, messieurs, dames. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'être restés. Hein. On est quasiment au même nombre depuis le début de ce webinaire. Pierre, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. Bah non, mais merci à vous. Nous aider à décortiquer cette étude. Merci à vous, merci pour l'étude, merci à tous pour l'avoir mené aussi en Algérie aussi efficacement. Bravo à Emplotic, hein, vraiment, et bravo pour ce webinaire. Merci à tous et j'espère que ça a été intéressant pour nos auditeurs qui étaient là aujourd'hui avec nous et je vous salue tous. Voilà. Ouais, et à Algérie. À très bientôt. Au revoir. Salut. Ciao.